pour faire le contrepoint avec des intellectuels et pour rappeler que certains candidats s'inspirent d'une idéologie de 68, notamment dans l'entreprise flexible, sans hiérarchie, où l'on tutoie le patron. Toujours dans Libération, Lilian Thuram, Monsieur Sarkozy réveille le racisme latent des gens. Nous dit donc le footballeur. Et Royal, Lilian Thuram dit « Elle a pris le risque de répéter qu'elle voulait une France métissée. C'est un risque car je ne pense pas que la majorité des Français soient prêtes à entendre une telle idée. » Une autre question à la une de Marianne cette semaine. Va-t-on élire en France ce dont les Américains ne veulent plus ? Marianne, ça continue à plein régime. Hein. C'est vrai. Ce qu'il y a de Bush en lui. Il s'agit en lui, c'est en Nicolas Sarkozy. Sarkozy a beaucoup en commun avec les conceptions de nombreux conservateurs américains, dit Timothy Lehman, qui est directeur adjoint d'un centre d'études néoconservateurs. Le papier se centre aussi sur la revalorisation du fait religieux par le candidat UMP. Et le papier dit, depuis 2 semaines, Nicolas Sarkozy revendique soudain l'héritage chrétien de la France, cette formule que Chirac refusait de voir inscrite dans le projet de constitution européenne. Le candidat UMP qui a décrété que Jean-Paul II est l'un de ses modèles. Toujours dans ce grand dossier... François Bayrou est venu nous annoncer la bonne nouvelle le 22 avril quand à Ségolène Royal, elle gravissait la montagne. Donc en matière de référence aux religieux, il n'est pas le seul. Oui, sans doute, mais c'est sans doute lui qui a les références les plus intenses, les plus répétées, nous dit Marianne. Sarkozy, idéologiquement proche de José María Aznar, l'ancien Premier ministre espagnol du Parti populaire, et de Gianfranco Fini, l'ex-néofasciste du mouvement social italien. Voilà pour ce qui est du dossier de Marianne. François, retour à l'UDF, Gilles de Robien, interview. L'UDF continuera sans Bayrou, nous dit le ministre de l'Éducation. François Bayrou quitte le navire et abandonne ses troupes en race campagne. Et le fait qu'il monte sa petite boutique, dit Robien, ne nous empêchera pas de garder l'UDF et ses valeurs. Oui, sauf que là, il y a un problème de copyright, si j'ose dire. On ne sait pas si la marque UDF sera disponible après. Surtout, on ne sait pas très bien qui sera avec qui et s'il y aura beaucoup de gens derrière Gilles de Robien ou même derrière François Bayrou et son parti démocrate, celui dont il a parlé. Rends-nous l'argent. Ça, c'est la une de François ce matin. Il s'agit bien sûr de Noël Forgeard et de ses 8 millions d'euros. François a calculé que sa prime correspond à 457 emplois. Alors 457 emplois au SMIC pendant un an. Ça représente 10% des 4100 salariés susceptibles d'être licenciés. La goutte d'eau pour les ouvriers d'Airbus ce vendredi, c'est que lorsqu'ils ont appris que le montant de leur participation pour cette année était de 2,88 euros. C'est pas beaucoup. Et puis Barthez, pour finir, et c'est le cas de le dire malheureusement. Oui, alors fin piteuse pour Barthez, nous dit Le Parisien. Titre plus drôle et mieux inspiré de Libération, Nantes à l'eau. C'est joli. Très joli. Et puis l'éditorial de l'équipe qui déplore le gâchis à la française. Très vite, ça c'est dans le Parisien. Vous utiliserez votre portable sur Air France. Ça, c'est un projet qu'Air France a bientôt. On pourra téléphoner dans l'avion. Cela dit, c'est un test qui sera uniquement posé dans un Airbus A318 moyen courrier. Et on pourra faire pendant 6 mois des SMS et des MMS à 1 à 2 euros la minute. Voilà. Merci. C'est assez cher. Merci. Évitez les comités qui décident pour vous. Oubliez les plans B. Gardez du temps pour les personnes qui comptent vraiment. Évitez les gens qui vous donnent toujours raison. Gardez les commandes. SFR invente l'option Happyzone. Avec Happyzone, parlez autant que vous voulez. Les appels sont illimités de chez vous vers tous les fixes. Et en plus, vous ne changez pas de téléphone. Happyzone, à la maison, le téléphone, c'est le mobile. SFR, vivons mobile. Envie de finesse ? Découvrez l'incroyable alliance de grands desserts gourmands et d'un grand chocolat. Lindt crée petit dessert. Crème brûlée, macarons et tarte citron meringuée. Lindt, la passion de la finesse. Il y a une irrésistible ascension en ce moment.
De l'euro. C'est celle de l'euro, oui. Bonjour. Jusqu'où Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Et très bien, très bien. Oui, jusqu'où? On a l'impression, ça vole de record en record. L'euro, c'est un petit peu désincarné, sauf pour les vacances, sauf pour ceux qui s'apprêtent à aller aux États-Unis cet été. Ouais. Et pourtant, l'euro, c'est absolument fondamental même dans notre vie quotidienne, puisque l'euro, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est notre consommation de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord un chiffre. Un chiffre. 1,36, c'est ça? 1,36 D'accord, $ avec pour le un dollar. euro. C'est un record absolu depuis Maastricht et même avant, puisque quand on a voté Maastricht, l'euro existait déjà. Donc c'est un record absolument absolu. Absolument absolu. José Manuel Barroso, je reprends, José Manuel Barroso, qui est le président de la Commission européenne, a dit « C'est formidable l'euro parce que cela reflète la puissance de l'Europe ». Or, pas du tout. Mais pourquoi pas du tout ? L'euro ne bouge pas, c'est le dollar qui faiblit. Premier fait de ce matin, l'économie américaine est en train de plonger. Au dernier trimestre, l'économie américaine, c'est 1,3% de croissance. Ça a l'air pas mal comme ça, vu de France. En fait, c'est très faible. Ça a été une 1,3, réduction c'est par faible. 2 de la croissance américaine. Quelle est la raison? L'immobilier. L'immobilier qui connaît une grave crise aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit le dollar faiblit puisque la croissance américaine faiblit. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en plus, on a une politique très différente, une politique monétaire radicalement différente des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ne bougent pas les taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt, c'est la consommation. Plus les taux d'intérêt sont faibles, plus vous pouvez emprunter, plus vous pouvez consommer, plus il y a de croissance. Donc, la Banque centrale américaine ne bouge pas ses taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Au contraire, Jean-Claude Trichet, le président de la commission de la Banque centrale européenne, lui ne cesse d'augmenter les taux d'intérêt. Méchant Trichet. Oui, Tout le monde en a dit du mal. des de monsieur Trichet. L'impérator, hier dans Méchant, le monde. méchant. Oui, alors c'est vrai qu'il ne cesse d'augmenter les taux d'intérêt. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'il voit une inflation cachée. Il voit une inflation cachée en Europe. Je vous passe les détails. Mais surtout, il respecte l'article 105 de Maastricht qui dit la Banque centrale européenne, c'est d'abord l'inflation. Et il dit non, l'inflation, ça n'a pas de rapport avec le taux de change et l'emploi. Si, ça a bien sûr des rapports avec le taux de change et de l'emploi. Pourquoi? Parce que l'on sait, par exemple, le plan Power 8, 10 000 suppressions d'emplois, c'est l'euro fort. Hein, on le sait, effectivement, les présidents d'Airbus ont dit l'euro gagne 10 centimes, nous, on perd parce que 1 milliard. Peugeot, devient plus encore difficile cette semaine, d'exporter, oui. a annoncé vendredi 4800 suppressions d'emplois en France. Et pendant ce temps-là, ils vont construire une usine en Chine. Donc clairement... En zone dollar? En Aussi, zone dollar en zone ou en yen zone pour la yuan, Chine, c'est la ou en même zone chose. yuan Il pour n'y a le qu'en Japon. Europe où on a une vision strictement économique de la monnaie. Partout ailleurs, on sait que la monnaie a effectivement une répercussion en politique économique, c'est-à-dire en emploi, et en politique tout court, puisque la puissance économique, c'est effectivement la croissance. Voilà. Merci, monsieur Berthelus. Donc à suivre, Donc, un 40, un 50, parce un que si 60. ça continue comme ça, la France va être le pays qui, en Europe, va le plus souffrir de l'euro fort, puisqu'on voit que nos amis, notamment l'Allemagne, ils ne demandent pas une baisse de l'euro. Ils explosent tout, là, effectivement en au ce niveau moment, exportation. Les Allemands. Voilà. Merci Merci, beaucoup. Merci monsieur à tous Berthelus. les deux. Donc l'euro n'y est pour rien. C'est QFD, si je peux me permettre. Si les Allemands exportent plus que nous, c'est bien que nous, on a un problème. Merci. Y a pas à dire, on se sent vraiment en sécurité dans une voiture entretenue chez Feu Vert. Stop! En ce moment, 50 € de remise immédiate pour le remplacement de vos disques et plaquettes de frein. Et merci, c'est pour les chiens. Feu Vert, en route vers le bien-être. If you wanna find yourself by traveling out west, or if you wanna find somebody else that's better, go ahead, go ahead, go ahead. I wish you would, go ahead. Pourquoi sont-ils à la GMF? Bon, ça c'est moi, Laurence. Je travaille aux urgences. Et ça, c'est ma famille. Notre truc, c'est de courir, grimper, faire du sport toute l'année, même en vacances. Alors j'ai choisi l'assurance Loisirs sans souci de la GMF parce qu'ils ont pensé à tout. Vol et casse de matériel de sport, assurance voyage, interruption d'activité. Du coup, moi, je pense à rien. Et ça, si c'est bien pour moi, c'est bien pour vous. Allez voir sur gmf.fr ou dans votre agence GMF. Toop, 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 toop.
Thermoflash vous donne la bonne température avec la météo. Bonjour à tous, il pleut ce matin sur la Corse, sur le Massif central, sur la région centre, la Bourgogne et sur la Normandie. Et des brouillards épais sont installés tout le long de la côte atlantique, en Rhône-Alpes et en Champagne-Ardenne. Il reste donc peu de place pour les éclaircies. Au nord, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace-Lorraine en profitent. Au sud, il fait très beau sur le golfe du Lion. Des nuages circulent sur la vallée du Rhône et le ciel est sombre sur la côte d'Azur. Les températures, excepté à Aurillac où la minimale descend à 5 degrés, elles sont plutôt douces. La maximale est 15 degrés à Nice et il fait 11 degrés à Paris. Cet après-midi, il pleuvra encore sur les hauteurs des Pyrénées, des Alpes, du Massif central et de la Corse, mais également sur la Bourgogne et la région centre. De la Bretagne au Poitou-Charentes, le temps sera encore plus agité puisque les averses seront accompagnées d'orages. Sur les régions du sud où il ne pleuvra pas, le ciel sera sombre. Au nord, les éclaircies perceront toujours sur l'Île-de-France et la Franche-Comté et il devrait faire très beau le long des frontières. Les températures, elles iront de 15 degrés à Biarritz à 25 degrés à Langres et à Strasbourg. Et à Paris, il fera 24 degrés. Bonne journée à tous. Thermoflash vous donne la bonne température avec la météo. Ceux qui ont dressé les mégalithes de Stonehenge il y a 4500 ans habitaient juste à côté, à 4 km du site. Une mission archéologique vient de mettre à jour un village d'une centaine de maisons et de milliers d'objets datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. Pour les archéologues, le nouveau site servait à célébrer la vie. Les cercles de menhirs, eux, accueillaient la sépulture de certains défunts. Un nuage de débris autour d'un gros point lumineux, c'est le dernier étage d'une fusée russe en déshérence depuis 1 an qui vient d'exploser à 500 km d'altitude. En janvier, c'est un satellite chinois volontairement détruit pour tester une nouvelle technologie anti-satellite qui avait dispersé des milliers de fragments dans le ciel. Il y a désormais plus de 10 000 gros débris en orbite autour de la Terre. L'espace poubelle déborde, la situation inquiète les agences, les risques de collision avec la station augmentent chaque année. Déchiqueté avec les dents après avoir été épinglé avec une lance, c'est la première fois que des scientifiques observent un chimpanzé utiliser une arme pour chasser un petit mammifère. Seuls les jeunes et les femelles semblent avoir recours à cette technique, la preuve que l'absence de force physique stimule l'ingéniosité. Marcher, ramper, grimper ou rouler, sa vocation, c'est de pouvoir tout faire. Superbot est un robot modulaire présenté cette année au Forum international de la technologie et des applications spatiales. L'activité de chaque module peut être coordonnée à celle des autres, reconfigurable à volonté. Il s'adapte à tous les terrains. Son créateur espère l'envoyer un jour tortiller dans l'espace. Bonjour à tous, bienvenue. Dernière ligne droite pour la présidentielle, dernier grand meeting pour les 2 candidats hier à Bercy. Pour Nicolas Sarkozy qui a fait salle comble, 20 000 personnes à l'intérieur, quelques milliers à l'extérieur, beaucoup de people et quelques messages très politiques, notamment en direction des centristes dont la place sera réservée s'il est élu, déclare-t-il. Nicolas Sarkozy sera en Corse aujourd'hui. Et pour Ségolène Royal, le dernier grand meeting parisien, ce sera demain à Charléty. Ce matin, la candidate socialiste était l'invitée de France 2. Elle s'en est pris à son adversaire. Écoutez. Je crois qu'hier, on a encore assisté à un discours d'une grande violence, d'une grande brutalité. Et je crois que ce n'est pas cela dont la France a besoin aujourd'hui. La France a besoin d'être réconciliée, d'être apaisée. Les Français ont besoin de se rassembler pour pouvoir se relever parce que la France est aujourd'hui entre de mauvaises mains. On le sait, la situation économique est difficile, l'emploi est dégradé, la précarité s'est creusée. Et aujourd'hui, à la veille du 1er mai, à la veille de la fête du travail, mon combat principal, c'est le combat pour le plein emploi et c'est le cœur du pacte présidentiel que je propose aux Français. Ségolène Royal qui a également critiqué la position du candidat UMP sur l'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée. Nicolas Sarkozy accusé de changer d'avis et surtout de vouloir attirer les voix du Front National. Roselyne Bachelot, députée UMP, était l'invitée d'ITélé. La proportionnelle, elle, est pour. Je pense qu'instiller une dose de proportionnelle reste valable. Il n'était pas favorable, Nicolas Sarkozy. Oui, oui, dans les termes, par exemple, de François Bayrou, qui veut 50% de proportionnelle. On installe à ce moment-là la proportionnelle au cœur du système. Et là, on installe l'instabilité
le système politique. Plus proche de Brice Hortefeux, effectivement. 5. Je suis pas ou alors Brice Hortefeux est proche de moi. Dans l'idée de la proportionnelle. Voilà, c'est ça. Disons une soixantaine de députés ou élus à la proportionnelle, ça me paraît très bien. Comme on s'était retrouvé avec le Front National à l'Assemblée en 86, selon ce principe-là. Cette dose-là. Oui, donc il faut l'accepter. Avec un certain nombre, comme le Front National est présent par exemple au Parlement européen, qui est élu strictement à la proportionnelle, et il y a un groupe, évidemment, il y a un certain nombre de députés Front National. Routes coupées et caves inondées, scénario identique hier dans l'Essonne, dans le Rhône et en Alsace-Lorraine. En cause, les trompes d'eau qui se sont abattues sur ces régions. Reportage à Villy-le-Bacle dans l'Essonne. François Luce, Gérard Signorini. À Villy-le-Bacle, des pluies se sont abattues durant plusieurs heures avec une accélération vers 21h où des orages ont éclaté. Plusieurs cours d'eau ont débordé, ce qui a inondé les rues du village. 2 mètres d'eau par endroit, plus de 150 maisons sinistrées. C'est rentré chez moi et j'ai maintenant au moins 20 cm d'eau en peu de temps, quoi. Et toute la rue est inondée. Malheureusement, dans mon sous-sol, j'ai mon entreprise. Donc tout ce qui est informatique, carnet de chèques, comptabilité, tout ça, ça nage dans l'eau. Plus de 100 familles ont été hébergées par des voisins. Les autres ont trouvé refuge dans un gymnase mis à leur disposition par la mairie. 80 pompiers et plongeurs ont travaillé toute la nuit pour sécuriser la zone. On a concentré nos actions sur l'évacuation des habitants de la zone pavillonnaire et ensuite les opérations d'épuisement et d'assèchement auront lieu dans les jours à venir. Des orages se sont également abattus sur Gif-sur-Yvette. Là aussi, plus de 100 personnes ont dû être évacuées. Plusieurs routes du département inondées ont été fermées à la circulation durant une partie de la nuit. Un nouvel attentat en Corse ce matin, visé cette fois une caserne de gendarmerie de Haute-Corse dans le quartier de Montesoro près de Bastia. Pas de blessés mais des dégâts légers et pas de revendications également. Une enquête a été ouverte après un nouvel accident hier dans un parc d'attractions près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. 23 personnes dont une demi-douzaine d'enfants ont été blessés. Les nacelles dans lesquelles ils se trouvaient ont chuté de 2 mètres quand le pilier central s'est effondré. Parmi les blessés, 2 graves. Ils ont été évacués vers un hôpital lillois. Les responsables du parc ne s'expliquent pas cet accident, d'autant que le manège venait d'être contrôlé. Écoutez. Nous sommes contrôlés tous les ans par les cabinets. Nous avons été contrôlés ce manège il y a une quinzaine de jours. Donc je vous dis, c'est vraiment une casse qui est malheureuse, quoi. Céline Cordelier a retrouvé les siens. Hier, après plus de 3 semaines de captivité en Afghanistan, la jeune Française a été libérée samedi par les talibans. Vous le voyez, elle est en bonne santé, mais fortement éprouvée. Elle doit être interrogée dans les prochaines heures par les services secrets français. L'autre humanitaire français, lui, est toujours aux mains des talibans, ainsi que les 3 Afghans qui travaillaient pour cette même ONG. Des talibans qui ont donné une semaine supplémentaire à la France pour que ses troupes quittent le pays. Premier tour de la présidentielle hier en Turquie. Les députés votent pour élire leur président. Un seul candidat, Abdullah Gül, bras droit de Recep Tayyip Erdogan, issu comme lui de la mouvance islamiste. Hier, 1 million de personnes ont manifesté dans les rues d'Istanbul, la capitale, pour dénoncer l'islamisation du pouvoir et demander l'appui de l'armée. La Turquie est laïque et le restera, scandaient la plupart d'entre eux. Et puis toujours à l'étranger, Ehud Olmert sur la sellette, le Premier ministre israélien mis en cause par un rapport parlementaire consacré à la guerre au Liban. C'était l'été dernier, une guerre vécue comme un échec en Israël. Il n'est pas le seul visé dans cette affaire. Son ministre de la Défense pourrait perdre son poste. Les explications de Mathieu Cavada. Réunion du gouvernement israélien ce dimanche, les ministres se sont passé le mot. Pas de commentaires. Aucun d'entre nous ne réagira à ce rapport avant de l'avoir lu en entier. Et pourtant, l'essentiel a déjà filtré. Mis en cause Ehud Olmert, Premier ministre, et Amir Peretz, ministre de la Défense. Tous deux sans véritable expérience militaire, ce qui est plutôt rare en Israël. Ils se seraient fait dicter leur conduite par l'armée sans avoir de stratégie ni de plan de sortie. Ils ont fait la guerre sans y être suffisamment préparés, sans vérifier que l'armée était préparée. C'est la principale conclusion du rapport.
Résultat, un fiasco pour l'État hébreu. Des soldats mal équipés, démoralisés, soumis à des ordres contradictoires. Des roquettes qui s'abattent par centaines dans le nord d'Israël. Après un mois de guerre, les 2 soldats israéliens enlevés ne sont pas libérés et le Hezbollah n'est pas neutralisé. Les 2 objectifs qu'Ehud Olmert s'était pourtant fixés. Le chef d'état-major Dan Alutz avait lui déjà quitté ses fonctions le 17 janvier dernier. L'opposition réclame aujourd'hui la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense, tous 2 déjà au plus bas dans les sondages. Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme d'une 60aine d'années a ouvert le feu dans un centre commercial près de Kansas City. Bilan au moins 3 morts. Le récit de Patrick Le Breton. Le forcené a fini sa course folle devant ce magasin Target abattu par la police. Auparavant, il a eu le temps de tirer à l'aveuglette sur plusieurs clients qui se trouvaient sur le parking du centre commercial. On a entendu 4 coups de feu et nous aussi on s'est mis à courir vers les sorties. À ce que je sais, il était tout seul, c'est ce qu'il a dit. C'était un homme d'une 60aine d'années avec un pull rose. Tout avait commencé à quelques kilomètres de là. Dans la matinée, la police avait retrouvé le cadavre d'une femme à son domicile, sa voiture envolée. Rapidement, elle avait repéré le véhicule dans une station-service. Le conducteur avait aussitôt ouvert le feu, blessant un policier au bras avant de s'enfuir. Mais quelques heures plus tard, il avait refait surface dans ce centre commercial de Kansas City, son fusil à la main. Ce fait divers pourrait bien relancer une nouvelle fois le débat sur les armes en vente libre aux États-Unis. Retour en France, Fabien Barthez a peut-être joué son dernier match sous le maillot des Canaries alors que Nantes est tout près de la relégation. Le gardien de but abandonnerait le club. Nantes s'est une nouvelle fois incliné samedi soir face à Rennes. À la sortie des vestiaires, Fabien Barthez a été pris à partie par des supporters. Choqué, l'ex-international ne s'est pas présenté à un entraînement le lendemain. Il aurait déjà quitté la ville avec armes et bagages. On écoute la réaction du président Rudy Rossillon. Il a été insulté, enfin vous imaginez le genre de circonstances, ils ont tapé avec les pieds, avec les poings sur la voiture, et il y a quelqu'un qui a ouvert la porte et qui a essayé de le faire sortir. Ça dure 20-30 secondes, vous savez comment ça peut se passer, d'autant plus qu'il y a des personnes autour. Fabien est quelqu'un d'extrêmement raisonnable. Tant qu'on n'ouvre pas la porte de la voiture, ils ont essayé de le faire sortir. Là, il a essayé de se dégager, de se défendre. Est-ce qu'il y a un risque qu'on ne voit plus Fabien Barthez sur un terrain d'ici la fin de la saison? Écoutez, je vous dis pour l'instant, le mot au moment où on parle a toute sa valeur. Pour l'instant, Fabien Barthez est très affecté par ce qui s'est passé à la sortie du stade hier soir. Il est touché, il est très touché, et il est marqué. Il a demandé à se ressourcer au sein de sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Et nous sommes plusieurs à essayer de lui remonter le moral. Réaction accueillie par nos confrères de Canal+. Sur les terrains, cette fois à 4 journées de la fin du championnat, le seul suspense qui reste concerne les places pour la Ligue des Champions. Grâce à sa victoire sur Lens 1-0, Bordeaux tient la corde. Marseille a gagné aussi contre Sochaux et garde toutes ses chances. Fabien Duflot. Le jeu des chaises musicales est en vogue en Ligue 1, surtout pour les places européennes. Bordeaux a chippé son fauteuil de dauphin à Lens, battu 1-0 à Chabandelmas sur un but de Jussier, un ancien Lensois. Marseille aussi fait une bonne affaire. D'abord mené par Sochaux après un but de Leroy, les Olympiens vont revenir par Tsana avant de faire la différence après la pause grâce à Cissé, Nasri puis Ribéry. 4-2 score final après un but contre son camp de Rodriguez. Rennes fait aussi une très belle opération. Toulouse et Sochaux en revanche sont les grands perdants du week-end. Nancy a assuré son maintien à Lille, 3 petits croires après son succès sur Sedan. Lyon, de son côté, a pu fêter son titre à Gerland par une victoire sur Le Mans. De Bordeaux à Rennes, ils sont 5 en 4 points et à se battre pour 3 places. En bas de tableau, la Ligue 2 est maintenant toute proche pour Nantes et Sedan. 3 n'est qu'à 3 points de Nice. Paris a fait un grand pas vers le maintien. Pour terminer cette très bonne nouvelle, l'Espagne a une nouvelle infante. Laetitia d'Espagne a donné naissance hier à une petite fille, la deuxième du couple. Elle est née en fin d'après-midi dans une clinique chic du nord de Madrid. Elle a été baptisée Sofia, comme sa grand-mère. Elle occupe le 3e rang dans l'ordre de succession au trône derrière son père et sa sœur aînée. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Bonjour à tous. Quel est l'avenir de Jean-Marie Le Pen? Quel est l'avenir
de Marine Le Pen, sa fille, et bien sûr, quel est l'avenir des électeurs du Front National? Pour en débattre avec moi, Jean-Claude Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du Front National et une parole assez libre au sein du Front National. On va y revenir. Face à vous, Fiametta Wener, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et vous avez sorti chez Grasset Extrême France, les mouvements frontistes nationaux radicaux, catholiques traditionnels et pro-vie. Alors, est-ce que demain, la mobilisation va être importante? Est-ce que lors du défilé traditionnel de la fête de Jeanne d'Arc, les militants du Front National vont être dans la rue ou chez eux un petit peu à panser leur plaie? Bah écoutez, moi hier, je les ai réunis chez moi, 7 finalement, et on a fait un déjeuner-débat, et rapidement, par téléphone, ils sont tous venus au déjeuner-débat. Donc il y aura beaucoup de monde demain dans la rue. 150, voilà, la pêche, vous savez, c'est des durs à cuire. Hein, vous attendez combien de personnes Ils en demain? ont vu de toutes les couleurs. Remplir la place de l'Opéra, voilà, c'est bien, quoi. Enfin, si on peut investir l'Opéra lui-même, pourquoi pas, quoi. Fiametta Wener, est-ce que les militants sont un peu KO, voire les électeurs du Front National par rapport au premier tour? Je pense que les militants sont un petit peu KO, ils ont un petit peu la gueule de bois, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, près d'1 million de personnes ne se sont pas déplacées vers Jean-Marie Le Pen. Un tiers des votants du 21 avril 2002 ont voté Sarkozy au premier tour. On voit effectivement la claque électorale du premier tour. Mais le deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le taux de l'abstention, c'est-à-dire qu'en général, le Front National fait bien quand les Français s'abstiennent. Et c'est un terreau d'électeurs très militants qui vont voter. Et on a un peu l'impression que c'est un tout petit peu moins militant aujourd'hui. Mais ceci étant, sur le chaos, moi, c'est pas dans les plateaux de télévision. Je suis allé les voir, les miens. Et j'ai tracté un petit village qui s'appelle Vic-la-Gardiole hier. Ils étaient là pour tracter sur le marché, et après, sur les pare-brises des voitures. Revenons au résultat du premier tour, alors. La même chose qu'en 2002. En 2002, un effet d'optique positif. Cette année, un effet d'optique négatif. Avec 1 million de voix de moins, comment vous pouvez dire que c'est un effet d'optique? L'effet d'optique positif de 2002, c'était que Lionel Jospin baissait, Taubira, Chevènement, etc. Du même coup, Jean-Marie Le Pen, qui maintenait en gros 15-16%, eh bien, du même coup, se trouvait au deuxième tour. Mais c'était simplement un effet d'optique. Et là, eh bien, à partir du moment où vous rajoutez 8 millions de personnes, et un pourcentage, c'est la division d'un numérateur et d'un dénominateur. Et quand au dénominateur, vous rajoutez 8 millions de plus, quand dans le diviseur, il y a 8 millions de plus, c'est sûr que le résultat de la division donne 10%. Mais en gros... Est-ce qu'il n'y a pas eu non plus une très mauvaise campagne par Jean-Marie Le Pen et une très bonne campagne par Nicolas Sarkozy? Je voudrais rajouter sur le 21 avril, excusez-moi. Le 21 avril, Jean-Marie Le Pen ne fait que 200 000 voix de plus que l'élection présidentielle précédente. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Un effet d'optique positif, simplement parce que Lionel Jospin avait baissé en dessous de... Voilà, un effet. Et là, un effet d'optique en sens inverse. Encore une fois, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas eu une bonne campagne de Nicolas Sarkozy qui a en quelque sorte drainé effectivement les thèmes du Front, et une mauvaise campagne de Jean-Marie Le Pen? Alors pour la bonne campagne de Sarkozy, oui, effectivement, c'est une campagne qui est dirigée vers les électeurs du Front National en partie. Il dit à un moment donné d'ailleurs, pourquoi voulez-vous que je cherche les voix de Le Pen? Je les ai déjà. Donc oui, effectivement. Après, sur la campagne de Jean-Marie Le Pen, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'au vu des résultats, on a l'impression que la campagne est pas forcément bonne. Mais il y a eu 2 temps dans la campagne. Il y a eu tout un temps où Marine Le Pen était très en avant, très mise en avant sur une volonté d'édulcorer le message, de le féminiser. N'oublions pas que le vote féminin au Front National est toujours un problème, le parti ne recueillant plutôt des votes masculins que des votes féminins. Et puis une fin de campagne qui a été plus une campagne de Jean-Marie Le Pen, où Jean-Marie Le Pen est revenu avec la verve qu'il avait il y a quelques années. Donc on ne peut pas vraiment dire, puisqu'il y a eu ces 2 moments de campagne-là. Non, c'est un acteur qui est arrivé à la quintessence de son art politique, dont l'acteur était très bon. Pardonnez-moi la formule, mais l'acteur a vraiment été très bon. L'acteur était il n'est pas un peu vieillissant, c'est pas un acteur un peu finissant. C'est ça le grand message. C'est le grand message aussi de Jean-Paul II, pardonnez-moi la comparaison. C'est... On peut avoir 80 ans et être pape et diriger 1 milliard de personnes, et on peut avoir 79 ans. Pas exactement le même message quand même. C'était le grand message sociologique, il était là. Je peux arriver avec mon Youpala à Besancenot et faire 1 million de voix, même si j'ai des convictions.